Alors, la censure, Alexis Poulain, comment la vis-tu au jour le jour et même à l'instant T, quoi, du coup? Non, bah là, c'était pas la censure, c'est les problèmes techniques. La censure. Oui, donc ce que je disais avant qu'on résolve tous ces problèmes techniques, euh, c'est que la censure des réseaux sociaux va devenir extrêmement importante. Il y a les assises de la presse qui sont préparées, le Parlement européen travaille sur des lois, l'Allemagne aussi est en train d'avancer à bas bruit sur des lois de censure pour les contenus bien sûr incitant à la haine comme d'habitude. Et on voit bien que c'est quelque chose, les réseaux sociaux, qui inquiètent les pouvoirs en place parce que c'est un espace de liberté encore, même si on est sous liberté surveillée. Mais c'est quand même un espace où on permet de lever le voile sur la propagande, sur les médias dits mainstream qui souvent ne font que réciter les lignes gouvernementales ou qui invitent les ministres et qui les traitent avec déférence. Et ça permet de voir le monde différemment. Alors il y a bien sûr le risque des fake news, ça, c'est inévitable, mais vouloir lutter systématiquement contre les fake news, les discours de haine, etc., le complotisme, tout ça permet aussi de faire passer à la trappe tout ce qui serait des médias de contre-information, de réinformation ou d'information tout simplement, tout ce qui serait aussi opposition politique. Et c'est extrêmement dangereux. Et on voit bien qu'en France, notamment, il y a un travail qui a été fait de longue haleine. À l'époque, c'était Marlène Schiappa qui travaillait avec Laurent Solly, le patron de Facebook. Laurent Solly qui est le mari de la présentatrice de C'est dans l'air. D'accord. Et donc il y a tout un petit monde comme ça qui se connaît, qui travaille. Laurent Solly, il faut le rappeler, c'était un Sarko-boy, c'était un des proches conseillers de Nicolas Sarkozy à l'époque du quinquennat de M. Sarkozy, qui s'est recyclé ensuite chez Facebook. Donc Facebook, par exemple, est un réseau très politique, mais Twitter aussi est un réseau très politique. Alors heureusement, d'une certaine façon, Elon Musk a racheté ce réseau et a ouvert le capot en expliquant que les agences gouvernementales, notamment américaines, avaient accès à peu près à tout, y compris vos messages privés, qu'il y avait une vraie censure de fait, puisque le gouvernement travaillait avec Twitter pour faire taire les discours dissidents et pour inciter d'ailleurs à la vaccination pendant la phase Covid, c'est-à-dire que même parler d'effets secondaires s'ils étaient réels, il fallait pas le faire parce que ça aurait semé le doute dans la tête de nombreuses personnes qui ne seraient pas allées se faire vacciner. Donc la censure est réelle, elle est partout. YouTube aussi également, et puis Twitch. Alors là, c'est du haut niveau de censure. Je peux pas parler de tout en détail parce que Twitch nous a viré donc en décembre 2022. À 19h52, on reçoit un mail disons que notre chaîne est bannie de manière permanente pour non-respect de règles de la communauté. On fait appel, on demande ce que c'est et on nous explique que c'est suite à des activités extra Twitch que notre compte a été banni et que donc on pourra pas revenir, mais que pour les confidentialités de l'enquête, on peut pas nous dire pourquoi. Donc on ne dit pas pourquoi on est banni. Sans aucune raison. Et il n'y a pas possibilité de faire appel, c'est ça? Alors si. Donc on a une avocate qui est sur le coup. On a fait un courrier aux avocats de Twitch qui nous ont répondu, on nous donnait une troisième raison de pourquoi on avait été banni. C'est jamais la bonne, c'est jamais la vraie. Donc là, on va essayer de passer en référé, de délocaliser l'affaire en France pour être jugé dans un tribunal français en parlant de rupture de contrat, puisque il faut savoir que sur Twitch, vous êtes partenaire Twitch et donc vous avez un contrat en tant que producteur de contenu où vous partagez les revenus avec Twitch. Twitch, c'est Amazon Web Services, c'est Amazon qui a racheté ça il y a quelques années. Et donc, il y a une rupture de contrat et qui est d'une manière extrêmement violente, qui ne respecte aucun cadre du droit ou de la loi. C'est simplement les règles de la communauté Twitch, c'est-à-dire Amazon qui fait ce qu'il veut. Et le pire dans cette affaire, c'est que Twitch se barre avec la cagnotte, c'est-à-dire que les gens qui sont abonnés restent prélevés s'ils ont pris un abonnement d'1 an sur la chaîne qui est maintenant une chaîne fantôme. Et pire encore, Twitch utilise le logo de la chaîne pour pousser les gens à se réabonner même si la chaîne est bannie de manière permanente. Donc c'est proprement scandaleux, c'est des pratiques d'escroquerie. Imaginez le nombre de chaînes qui sont bannies de cette façon-là chaque mois par Twitch. Je ne sais pas combien d'argent est ainsi volé aux internautes et aux abonnés. C'est scandaleux. Par exemple, moi, c'était 1500. Et moi, c'est apologie du terrorisme, alors que j'ai invité Hulcor, mais on parlait juste de Dieudonné, tu vois. Donc, il n'y a pas d'apologie du terrorisme. Mais on a fait super gaffe quand je parlais du Covid, c'était sous l'angle de l'humour, en disant qu'il fallait bien se vacciner d'ailleurs. J'ai fait attention parce que je savais que Twitch était complètement débile. On a pu faire quand même une émission, on était dans un jacuzzi en maillot de bain, ça marche par contre, hot tube, parce que c'est ça Twitch, c'est des influenceuses qui montent leurs fesses et qui écrivent des noms sur des tableaux, et puis des mecs qui jouent à du gaming. Alors non, t'en as qui arrivent à rester, un Jean Massier qui était un des streamers historiques, qui fait des Twitch, etc. Il y a des vrais moyens, on va dire.
qui a des vrais moyens, mais qui est du coup là vraiment sponsor et qui fait très attention aussi dans le cadre du discours qu'il peut avoir. Samuel Etienne, évidemment, hein, c'était lui qui m'avait donné l'idée, puisque je l'avais vu faire la matinée Etienne, et je m'étais dit, tiens, mais ce serait marrant. Mais dès que vous avez un ton un peu trop sarcastique, dès que vous êtes un peu trop différent, on va dire, dès que c'est pas la bienveillance, le côté on est bien, c'est le matin, on va faire un peu d'ASMR, et puis on va se déguiser en panda et en Pikachu. Alors là, c'est Rien de le subversif, délire. quoi. Faut Ça rester panique, très, rien de subversif, surtout pas. Et ça montre un peu comment voilà, la censure est réelle, elle existe, et elle permet, sans la montrer réellement, d'emmener les gens vers autre chose. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire de l'humour, même d'avoir du contenu subversif. YouTube a essayé de démonétiser les vidéos avec des gros mots. Ça n'a pas marché parce qu'à un moment, les créateurs de contenu disent mais bordel, vous voulez quoi à la fin bordel, quoi. Voilà, tu vois, même ça, par exemple, qui est un gros mot gentil. Ne passez pas. Donc il faut que les créateurs à un moment gueulent en disant c'est pas possible, c'est quoi ces règles débiles qui changent d'ailleurs d'un claquement de doigts tous les mois s'ils veulent, et qui font que finalement chacun cherche une nouvelle plateforme pour être sûr de pouvoir monétiser et de vivre de sa création de contenu. C'est extrêmement délicat, extrêmement difficile, c'est pour ça que je parle de liberté surveillée, il faut faire très attention à ce qu'on fait, et puis derrière c'est censure, moi je pense que c'est de la censure réellement, hein, parce que je n'ai fait aucune infraction aux règles de la communauté en réalité, hein, pour Twitch par exemple. C'est pour ça que je veux un procès, j'essaierai de tout faire pour l'avoir, parce que je veux savoir c'est quoi La derrière, raison, quoi. qui donne l'ordre, pourquoi est-ce qu'il y a un mec peut-être chez Twitch France, Amazon Web Services France, qui dit non, lui il faut enlever le truc, parce que derrière c'est pas de l'algorithme, hein, c'est vraiment des gens Oui, qui là, vont c'est un regarder, choix et là humain, quoi, ouais. comme ils ne s'attendaient pas à ce qu'on fasse un courrier d'avocat et qu'on aille réveiller les avocats de la côte ouest d'Amazon, ça les étonne un peu, donc ils continuent un peu à mitonner, mais je pense que ça peut bouger les lignes, et c'est pour ça que peut-être agréger tous les gens qui se sont fait censurer aussi, faire une sorte de class action, essayer de médiatiser aussi le fait que Twitch censure abusivement les créateurs de contenu, ça fait de la mauvaise publicité pour eux, ça montre qui ils sont réellement, ça montre aussi cette caverne de Platon qui fait que derrière tous ces contenus faussement subversifs, il n'y a rien parce qu'on ne peut pas l'être en réalité, c'est difficile, ou même de faire de l'information tout simplement. Donc pour moi c'est quelque chose d'important, et ils ne s'attendent pas que des petits comme nous prennent la plume et décident de se lever en disant non mais attends, c'est n'importe quoi, ça c'est pas normal, puisque généralement les gens se taisent. Est-ce qu'il n'y a pas un grand risque de perdre, dans le sens où aujourd'hui on voit que Twitter, tu vois, justement, t'as Elon Musk qui lâche la bride, qui a dit vas-y, on peut se permettre de faire des trucs, on va débannir les gens, sauf que les annonceurs se cassent en fait. Donc est-ce qu'il y a, alors, il y aura pas une autre censure, une autre forme de censure, parce que bon, Amazon ils vont pas payer, tu vois, s'il n'y a pas d'annonceurs, tu vois, ils vont dire ah, c'est bon. Bien quoi, sûr, au-delà des plateformes, faut voir la frilosité des annonceurs. C'est ça. Alors le pire, bien sûr, mais c'est là où Pasolini parlait de fascisme, parce que la télé, enfin l'idée de la pensée unique, elle est réelle, c'est-à-dire que tout doit être mièvre, tout doit être lisse, tout doit être bienveillant, gentil, et au final, on a un monde infernal. On a un monde infernal parce que tout ce qui dépasse n'a pas lieu ni droit d'être cité. Donc c'est une paupérisation de la culture populaire, c'est une paupérisation des imaginaires faite par l'argent. Hein, c'est des milliardaires qui aujourd'hui vont décider, et un exemple criant, c'est par exemple Netflix qui fait une sorte de glacis où tout est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'ils vont choisir, et l'algorithme en plus vous pousse, et donc il n'y a plus rien qui se démarque en fait. On a affaire à des produits marketing totalement sirupeux, totalement dénués d'intérêt, et la création artistique qui, bon, quand même est quelque chose qui doit bousculer, qui doit questionner, qui doit se permettre d'aller plus loin, elle est interdite, sauf quand, alors vous avez la représentation pédophile au Palais de Tokyo, par exemple, ça passe, mais ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment le capitalisme, cette mentalité capitaliste
les annonceurs qui font qu'il y a une paupérisation culturelle terrible. Et c'est pas pour rien que le luxe marche si bien, parce que le luxe, c'est quoi? C'est prescripteur. Hein, t'as des bimbos influenceuses qui disent j'ai acheté un sac débile, bah tiens, il faut le même si ça coûte 5000 balles. Et c'est quelque chose qui est un moteur de cette connerie-là, le luxe. Parce que derrière, c'est plus du luxe en réalité. C'est devenu une industrie du luxe. Et or, le luxe, c'est tout sauf l'industrie, puisque c'est du sur-mesure. C'est vraiment quelque chose où on prend le temps. Là, l'industrie du luxe montre en fait l'inanité du monde capitaliste. Et c'est pas pour rien que Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, même devant Jeff Bezos. Oui. Parce qu'il vaut mieux faire des sacs que des fusées. Il vaut mieux vendre des sacs à des prolos que à des bourgeois, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc faire croire au prolo que parce qu'il a ce totem un peu de richou, hein, tiens, t'as un sac qui coûte cher, donc t'es un peu riche, bah ça passe. Et les mecs sont contents parce qu'ils ont l'impression d'avoir réussi, comme pour les bagnoles. Enfin, l'idée de s'acheter ça. Et donc les annonceurs veulent surtout pas que déjà t'aies un discours anticapitaliste. D'ailleurs, Bernard Arnault le dit, hein, quand il achète les Échos et le Parisien, c'est pas pour que ces deux feuilles de chou deviennent des officines anticapitalistes, surtout pas. Donc il le sait, il le dit d'ailleurs devant la commission d'enquête du Sénat sur l'indépendance de la presse. Oui. Donc on a un vrai problème. Et puis, donc nous on a cet espace d'expression qui sont les réseaux sociaux, mais il y a un autre grave problème, c'est que les médias de milliardaires sont en plus subventionnés par nos impôts, et de manière pléthorique. C'est assez exceptionnel, les millions qui sont donnés chaque année à des médias qui seraient sans ça déficitaires et qui ne fonctionneraient pas, et qui restent souvent déficitaires, qui sont pourtant financés par des gens qui n'ont pas de problème d'argent et qui, s'ils ont envie d'avoir un média, bah, ils pourraient le financer. Tout ça sous couvert de, bien sûr, défendre la liberté de la presse et la pluralité de la presse. Mais en réalité, non, il y a des gens qui ont le droit de jouer et des gens qui n'ont pas le droit de jouer. Et cette censure des réseaux sociaux, moi, elle m'inquiète au plus haut point, parce que derrière, c'est encore une fois la paupérisation du débat public, l'absence de débat public et donc une parodie de démocratie. Et la démocratie, c'est des gens qui sont informés, qui savent de quoi on parle. Quand on dit Facebook, on dit Laurent Soli, on dit le mari de la présentatrice de C'est dans l'air. On déroule un peu pour comprendre qui sont les cercles de pouvoir. Parce que dans ces cercles-là, on ne se fait pas de croche-pied et tout se passe bien généralement. Oui, mais un peu comme McFly et Carlito qu'on voit à l'Élysée, mais en même temps, papa c'est Guy Carlier qui connaît un peu tout le monde, dont les politiques. Donc c'est pareil, il y a des sortes de connexions assez étonnantes. Et après, il y en a qui sont des vrais prolos, mais qui jouent le jeu et qui acceptent de rentrer dans la ligne, quoi. C'est bien le problème. Oui, il y a beaucoup à gagner d'être du bon côté du manche. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant de gens qui sont prêts à trahir leurs idées et leur parti pour devenir ministre et pour totalement changer de discours d'une année sur l'autre. C'est assez exceptionnel. Bruno Le Maire qui tapait sur Macron en disant qu'avec lui ce serait la faillite, Darmanin, et les voilà ministres de Macron depuis des années. Donc voilà, c'est vraiment un petit monde malheureux. Et quand vous montrez ça, quand vous commencez, et ça commence à se voir, hein, c'est pas, ça commence vraiment à se voir. Vous arrivez dans cette crise de régime qu'on est en train de vivre, où ils continuent d'être dans leur bulle, de faire semblant, de se mettre en scène. Macron était encore dans le Bas-Rhin, où les gens lui disaient vous allez tomber de haut et ça va vous faire mal. Il disait c'est pas gentil de dire ça, bah alors. Et les gens restent gentils. Il n'y a pas eu le bonjour à Saint-Denis. C'est vrai que là, rien du tout. On attend la révolution, mais elle n'a pas lieu, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du mouvement social? Les gens ont été éduqués en fait à ne pas être violents, à ne pas faire la révolution, à respecter l'autorité. On est une nation de bons élèves, hein, donc vous avez encore des gens qui pensent qu'ils sont gagnants dans un système qui est profondément injuste et profondément dingue. Vous avez des gens qui pensent encore qu'on est dans une démocratie tout à fait fonctionnelle. Alors Pierre Rosanvallon, qui est quand même la grenouille, hein, le canari dans la mine, hein, puisque c'est le social-démocrate absolu, le mec bisounours au possible, qui commence à esquisser le fait que Macron soit un autocrate dangereux pour le pays, ça veut dire que les lignes bougent. Et les gens ont compris au bout de 6 ans qu'il était. Mais n'empêche que les gens ont voté Macron en 2022 contre Le Pen, certes, mais ils n'ont pas vu que ce serait une arnaque. Alors pourtant, c'est écrit dessus, quoi. Donc il y a un vrai problème d'absence de vista politique, de connaissances politiques et historiques d'ailleurs. Il y a un vrai problème. Je parlais du problème des médias, mais aussi du bloc bourgeois en général. C'est-à-dire que la justice est aussi, d'une certaine façon, une justice de classe. Le journalisme, c'est un journaliste de classe. Systématiquement, les classes populaires sont gommées, écartées. Vous voyez, quand on parle des soucis des stations de ski qui n'ont pas beaucoup de neige, je crois que c'est 17%, même pas des Français qui vont en vacances de ski. Et pourtant, ça fait la une du JT de 20h. Donc c'est cet habitus-là qui fait que... du
d'une part, les classes populaires se désintéressent de la politique. Alors, il y a le mouvement social, certes, mais même les syndicats, les centrales syndicales sont très loin des bases. Ça commence à bouger. Enfin, Macron est quand même le seul président qui a réussi à radicaliser la CFDT. Même la CFDT fait front avec les autres syndicats en disant non, on discute plus, c'est fini. Donc, chapeau haut, bravo à lui. Et puis, le problème institutionnel, crise institutionnelle, la 5e, c'est une république toute pétée. C'est hyper présidentialisé, suite d'ailleurs aux nombreuses ajustements qu'il y a pu avoir à la Constitution. Le Parlement ne vaut plus rien. Et puis, c'est pas parce qu'on le vote pour un Gugus qui est un maltraitant tous les 5 ans qu'il a tous les droits. Surtout pas. Et là, avec la Macronie, il a systématiquement sapé le peu de contre-pouvoir qui restait. Pierre Moscovici qui se retrouve à la Cour des comptes, Juppé, Fabius, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, etc. Et donc ces instances qui sont censées tenir un peu quand ça commence à déraper sérieusement, ne tiennent plus rien. Et on a le droit au pass vaccinal, totalement anticonstitutionnel. On a droit à cette réforme des retraites, totalement anticonstitutionnelle. Et qu'est-ce qui reste ? Le peuple qui, à un moment, dit « Oh, c'est pas fini vos conneries, vous allez nous écouter un peu ?» Et Macron dit « Ah non, ils font du bruit, moi je les écoute pas, ils font du bruit, ou ils veulent rien dire, ils veulent que faire du bruit. » Mais est-ce que c'est pas l'une des meilleures choses qui nous arrivent du coup, tu sais, genre en mode accélérationnisme absolu, quelque part il réagit comme il faut pour nous, quoi. Ouais, alors en termes d'éducation populaire, Macron est phénoménal puisque les gens ont compris ce qu'était la 5e République, un régime autoritaire et un État policier, potentiellement, avec un parti unique qui est un parti fasciste, puisque toute pensée qui est contraire est systématiquement censurée et punie, une justice qui est une justice là aussi politique, puisqu'il faut voir, les gilets jaunes avaient déjà pris cher, mais là, si le nombre de gens qui se sont retrouvés en garde à vue ou avec des amendes parce qu'ils n'ont pas cramé une poubelle, mais qu'ils avaient l'intention de cramer une poubelle parce que des flics en civil leur disaient vas-y, fous le feu, et ils l'ont même pas fait, et ensuite les mecs de la Bravem disent je l'ai vu, ils voulaient cramer la poubelle. C'est scandaleux ce qui se passe. Et je trouve que aujourd'hui, alors c'est un bon moment d'éducation populaire, mais c'est une faillite totale des oppositions politiques. Il n'y en a pas un qui est à la hauteur du moment historique. Aujourd'hui, il faut dire que Macron est un danger, il faut se lever de manière, faire un front populaire et un front républicain pour sauver les institutions, pour faire une 6e République qui serait une vraie démocratie avec le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, et virer ces cancres-là du consulting qui ont fait leur nid dans les institutions et qui n'ont rien à faire là. C'est proprement scandaleux. Et puis, vous avez des gens comme Olivier Marleix, qui est patron des LR à l'Assemblée, qui avait écrit un livre sur les fossoyeurs, qui expliquait comment Macron avait vendu Alstom à GE, etc. Et ce mec-là est capable ensuite de dire « Non, je vote pas la motion de censure ». Mais enfin, c'est pas sérieux. Donc voilà, il y a un côté faillite des politiques, mais exactement un peu comme la période pré-fasciste et l'avant-guerre de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que tout le monde fait sa petite tambouille, ne voit pas ce qui se passe dans la grande histoire, et alors que c'est maintenant qu'il faut se lever, c'est maintenant qu'il faut faire un front républicain, c'est maintenant qu'il faut un choc, mais pas un choc de violence, mais un choc institutionnel, quelque chose, parce que Macron ne fera rien. Il corrompra jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement cette violence, alors pas celle qu'on a vue forcément à Sainte-Soline, mais genre vraiment un peuple qui se soulève un peu plus violemment que d'habitude. C'est dur de dire ça, mais est-ce que c'est pas un truc qui serait envisageable ou c'est complètement fou et stupide? Parce que c'est dangereux par contre, c'est sûr. C'est dangereux. C'est dangereux, et 2, c'est potentiellement voué à l'échec, parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui est le président de la violence depuis qu'il a été élu, et qui a mis tous les moyens de son côté pour que cette violence puisse augmenter en intensité. Vous avez déjà, les 40 éborgnés des Gilets jaunes, pour moi c'est fini, il est hors jeu, il aurait dû finir en tôle. Avec Édouard Philippe, avec Castaner à l'époque, avec Laurent Nunez, avec tous les éborgneurs et les gens qui ont mutilé des manifestants pacifistes. Parce que la plupart des gens qui ont perdu un œil, une main, etc., n'étaient pas des gens qui foutaient la merde. Oui, effectivement. Donc déjà là, les gens qui étaient à la manœuvre pendant les Gilets jaunes devraient être en tôle. Ils sont reconduits, Castaner est mis en pantouflage au port de Marseille, tunnel du Mont-Blanc, Nunez est préfet de Paris, on voit la violence des Bravem dans les rues de Paris quotidiennement, et non seulement ils sont protégés, mais personne n'est là pour dire stop. Aujourd'hui, c'est au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, c'est au corps constitué de dire stop, c'est même aux policiers de refuser ces ordres indignes. Personne ne le fait. Et pour moi, le moment Gilets jaunes, c'est le moment qui disqualifie Macron à jamais.
qui le fait passer du camp démocratique au camp autoritaire et au président de la violence. Et depuis, il n'a pas changé, il n'a pas bougé une ligne et il est prêt à aller plus loin. Commande de nouveaux blindés, 200 escadrons de gendarmerie à nouveau, les CRS volants, mais bien sûr, des stocks de lacrymo comme jamais on en a eu, du LBD en veux-tu en voilà dans ta gueule, et pourquoi pas, si jamais il faudra, faire tirer sur la foule. Et puis des flics formés au minimum syndical, parce que bon, quand même, un bac-5 ça passe quoi. Et l'impunité, bien sûr, pour les policiers qui n'affichent pas le RIO pour ne pas être reconnus et qui ne sont jamais punis, ou trop rarement, lorsqu'ils sont dans des dérives qui ne sont pas des dérives, puisque le maintien de l'ordre, la bastonnade telle qu'elle est pratiquée par le macronisme, c'est une violence inouïe, et avec aucun cadre de contrôle et aucune sanction. Alors, donc ils le savent. Donc c'est honteux ce qui se passe dans notre pays. Et dernière question sur ce sujet. Mais vraiment, moi je suis d'accord là-dessus. En fait. Mais alors justement, il y en a un qui pose la question dans le chat, Monsieur Damio, il dit et dire que des gens disent que l'extrême droite fera pire. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi, selon toi? Est-ce que l'extrême droite aurait fait pire? C'est-à-dire Marine Le Pen, hein, pas Zemmour, parce qu'on se doute bien que c'est pas possible. Mais imaginons que Marine Le Pen soit passée. Mais j'entends pas Marine Le Pen condamner les violences policières. J'entends personne du RN condamner les violences policières. C'est vrai que ce serait étonnant. Donc oui. Ah ouais, non mais oui, ils auraient fait peut-être pas pire, mais sur ce qui est de la condamnation de Macron pour ce qu'il est, le président de la violence, il n'y a rien. Et puis Marine Le Pen au débat du deuxième tour, elle pouvait le flinguer là-dessus. Non, mais Monsieur Macron, ce que vous faites aux Français est indigne, c'est ignoble. Enfin, elle a pas été elle a fait en sorte de perdre parce que visiblement, elle ne veut pas vraiment gagner. Elle avait toutes les cartes en main pour gagner, que ce soit le pass vaccinal, le pass sanitaire, violence, etc. État de la France, pas lâcher la police, tu vois, c'est la police, la sécurité des bourgeois et tout, c'est super important. En débat, elle pouvait l'atomiser. En réalité, elle avait toutes les cartes dans son jeu, donc ça va. Elle a joué à Madame Gentille, tu vois. Genre, oh, mais Monsieur le Président, vous savez, moi, mes chats. C'est vrai qu'elle aurait dû le défoncer en vrai. Je ne vois pas l'extrême droite aujourd'hui condamner les violences policières, point. Ou même condamner M. Macron pour ce qu'il est, le président de la violence. Et puis, pire encore, une fois que le Conseil constitutionnel, que je ne respecte pas du tout, vu l'état à peu près des membres de ce Conseil, Alain Juppé, retraité à l'âge de 53 ans, avec 23 000 € par mois, enfin bref, on les connaît, hein, des donneurs de leçons et des maltraitants qui ont fait que la France est dans cet état-là. Et vous avez derrière Madame Le Pen qui dit « Ah bon, vu que le Conseil a dit, c'est bon, on attend 2027, puis vous votez pour moi, les copains, les enfants ?» Mais c'est pas Guignol, oh. Donc non, ça va, c'est cette opposition gentille, mise en scène d'une certaine façon, où il n'y a pas la hauteur du moment historique. Ils n'auraient peut-être pas fait pire, mais ils n'auraient pas fait différemment. Et puis attention, Madame Le Pen est une Giorgia Meloni en puissance. C'est quelqu'un qui, une fois au pouvoir, obéira aux traités européens, fera en sorte que la France reste bien dans les clous de la dette, restera dans les traités de l'OTAN. Il n'y aura rien qui va changer. Très peu de choses. Alors vous aurez peut-être un SMIC un peu augmenté les premiers mois, puis après on dira que vous savez c'est compliqué, il y a l'inflation, etc. Mais les grandes lignes ne changeront pas. Il faut comprendre que Madame Le Pen, c'est pas Madame Le Pen d'il y a 10 ans, 15 ans, et que le RN, c'est pas le Front National. Elle a des chats, c'est déjà pas mal. Et elle a des chats. Ça la pèse. Donc, mais ça permet au système de vivre et de survivre, parce qu'à chaque fois que vous dites Le Pen, vous avez encore des castors qui font comme ça et qui disent « Mon Dieu, le danger fasciste !» Or le fascisme, excusez-moi, c'est le macronisme. C'est un parti unique, c'est un chef, c'est une pensée qui n'est pas nationaliste mais qui est européiste. Vous n'avez pas le droit d'être anti-Europe ou de vouloir que l'Europe de Maastricht s'effondre. C'est conversano mais multiculturel, quoi. Voilà, mais exactement. Vous avez le cosmopolitisme, en fait vous avez le wokisme et le cosmopolitisme qui changent et qui font que voilà, c'est pas le nationalisme qui est au cœur de ça, et vous n'avez pas forcément la xénophobie que vous avez dans d'autres partis d'extrême droite. Mais sinon, vous avez tous les attributs du fascisme. Très bien. Eh ben, bel avis que je peux partager sur beaucoup de points. Alors, Zioclo me pose la question. Doit-on laisser les platistes s'exprimer et désinformer au nom de la liberté d'expression, ou même, voilà, moi par exemple, je suis censuré. Alors, il y a l'hypothèse, par exemple, que j'ai invité Hulcan qui est recherché parce qu'il a été à l'LDJ. Donc, par exemple, l'apologie du terrorisme, peut-être. Alors, est-ce qu'on doit laisser s'exprimer tout le monde sur toutes les plateformes, Internet, in fine, et les plateformes privées, etc. Et qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je pense que
la beauté des États-Unis, c'est cette liberté, c'est cette constitution très simple, qui n'a pas été amendée, qui permet une liberté totale. Alors vous avez un jeu bipartisan, évidemment, qui est là aussi un théâtre de guignol, mais vous avez quand même des États assez indépendants, et vous avez cette liberté de parole qui va très loin, avec bien sûr le port d'armes et toutes les dérives qui vont avec, et les drames que cela provoque. Mais la chance de pouvoir dire ce que vous voulez et d'être condamné a posteriori, si jamais ça va trop loin, c'est très bien. Ce qui me fait peur, et c'était la promesse d'ailleurs de la démocratie libérale, le monde anglo-saxon, c'est vous dites ce que vous voulez, et si jamais c'est hors la loi, alors la loi verra si c'est hors la loi et si vous serez puni. C'est le cas de Zemmour, qui dit un paquet de trucs racistes et qui se fait condamner après. Alors, c'est rien, c'est 7000 balles, 5000 balles, mais bon, il continue, c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'exercer. Pas le droit, mais c'est pas... C'est comme ça. Ce qui serait terrible, c'est de dire on débranche les gens avant même qu'ils disent ça, ou immédiatement dès qu'ils l'ont dit, et qu'ils n'aient plus le droit de citer. Alors, je trouve honteux ce qui se passe en ce moment, particulièrement avec Jean-Noël Barrot, qui est ministre du numérique et donc de la censure, qui fait tout pour censurer, qui se félicite de la censure de RT France, puisque c'était une chaîne de propagande pour les Russes, etc., qui se félicite du Digital Service Act européen, qui permet aux Européens de ne pas respecter justement cette liberté d'expression anglo-saxonne et américaine, et de dire non, nous on censure, c'est nos lois. C'est Thierry Breton qui est à la manœuvre et très content là-dessus. Et c'est insupportable. Et c'est insupportable parce que déjà que le débat est extrêmement faible, puisqu'il faut être milliardaire pour être propriétaire de médias. Et donc, vous savez à peu près où sont les médias. Alors, vous avez quelques médias indépendants qui font le taf quand même, qui essayent de cas à cas faire du travail d'enquête. Vous avez de plus en plus de médias alternatifs, indépendants qui se montent. Et donc ça, c'est quand même tant mieux. Mais il y a ce projet macroniste et de Young Leader, on va dire, qui est partagé un peu partout, qui est censure et propagande. C'est-à-dire propagande pour leur monde et leur idéologie néolibérale. Qui est totalement, qui est une vision autoritaire de la société, avec du contrôle social, avec de plus en plus de contrôle pour soi-disant la sécurité, avec une réduction des libertés comme jamais vu. Même la liberté de circuler n'est pas respectée en France. Vous avez des interdictions. Il n'y a pas dans Playboy. Bon, on va plutôt parler du fonds Marianne, puisque c'est ça le fond du problème. Mais c'est-à-dire qu'il y a plus grand-chose, en fait, qui fait de nous des réelles démocraties libérales. Alors aussi, on peut encore faire des émissions, on peut encore parler, etc. Mais le projet tel que je vois se dérouler, tel que je vois les blocs se mettre en place, c'est un projet de censure. C'est un projet hideux. C'est un projet vraiment de société du contrôle, où ce que je disais dans la création artistique vaudra également dans le débat public. C'est-à-dire que vous n'aurez plus le droit de sortir des clous, d'aller chercher un peu, de gratter un peu ailleurs, de montrer aussi ces pantins pour ce qu'ils sont, de mauvais acteurs, de mauvais marionnettistes, etc., au projet d'une société heureuse à la chinoise. Puisque le projet chinois, c'est quoi ? C'est la société harmonieuse, c'est-à-dire tout le monde ferme sa gueule et tout le monde est content. Et si t'es pas content, tu vas en taule. Semblable, ouais. Mais après, Tadei a été éloigné à cause de ça aussi. On peut se poser la question. Alors d'ailleurs, il y a une question qui se pose, c'est voilà, est-ce que c'est réaliste d'espérer un développement de plateformes en ligne indépendante, ou est-ce qu'il faut s'attendre à une multitude de réseaux souterrains, du coup ? Je pense qu'il y a déjà, ça existe déjà, vous avez plusieurs réseaux souterrains, mais il faut voir la façon dont tout ça est censuré. Par exemple, Rumble, qui a été censuré parce qu'eux choisissaient de continuer de diffuser RT, donc ils se sont dit, on se barre d'Europe, puisque c'est ça. Donc ça va être une lutte, en fait, de censure. Donc le VPN va être notre meilleur ami, mais ça veut dire que derrière, vous perdez la possibilité d'avoir un mass média, une audience énorme. C'est-à-dire que vous aurez effectivement des petites audiences, des niches, des communautés, des choses comme ça. Mais ce qui est de l'ordre du mass média sera interdit. Un Mediapart ne pourra plus jamais faire un coup comme un Mediapart. Ce sera très difficile. Donc, parce que le ticket d'entrée est impossible et parce que derrière, vous aurez la censure qui ne permettra pas de développer un média indépendant de cette façon-là. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que le rôle est faussé. Il faudrait revoir à la fois les règles de subvention des médias, les règles de propriété des médias. Ça ne devrait pas être possible que des industriels soient propriétaires de médias. Le média devrait appartenir aux journalistes. Et puis, ce sera en fonction des abonnés que le média pourra exister ou pas. Et puis après, il y a les annonceurs, on en parlait tout à l'heure en introduction, qui sont eux aussi un vrai problème, puisque dès que vous dites du mal de l'annonceur, il s'en va et vous êtes dans la sauce. Donc c'est un problème complexe qui ne fait que commencer, à mon avis, notamment sur les réseaux sociaux. Et
il y a déjà, il y a PeerTube par exemple, des solutions qui existent, mais vous n'avez pas la somme d'audience critique avec ces outils-là. C'est pas mainstream, quoi, d'une certaine manière, donc à partir de là, il n'y a que Twitter, pas à la du tout limite, qui aura un mainstream. Mais potentiel. au-delà même d'être mainstream, c'est difficile même d'avoir de l'audience et de monétiser, puisque l'idée c'est quand même de pouvoir avoir des abonnés et donc de monétiser ce qu'on fait en tant que contenu. Il y a Kik qui essaye de faire ça, mais on a peu d'espoir sur le long terme, quoi. On a l'impression que c'est un appel d'offres au début, puis après... Il y a PeerTube, moi je dis, voilà, c'est PeerTube, quelque chose qui pourrait aboutir à quelque chose, mais il faut emmener les gens vers ces plateformes-là. Il faut que ces plateformes-là aussi aient l'infrastructure suffisante pour résister si jamais le succès arrive. Enfin voilà, et puis après, ça n'empêche pas une censure comme il y a pu avoir la censure de Twitter, des serveurs, etc. Tout est possible. Hein. Le problème aujourd'hui, avec les gens qui sont au pouvoir, c'est qu'ils sont prêts à tordre tout l'état de droit, d'appeler ça toujours l'état de droit, mais on est toujours dans un état d'exception pour pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire la censure et la propagande. Et des tribunaux dédiés aux réseaux sociaux, audiovisuels, etc. serait intéressant pour avoir une souveraineté numérique. Est-ce que c'est envisageable ? On a l'Arcom. Ouais. Je sais pas si je peux saisir l'Arcom moi demain, tu vois, je sais pas. Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Dès qu'il y a des conneries qui sont dites sur le plateau d'Hanouna ou quoi, on peut saisir l'Arcom. Mais l'Arcom est une autorité indépendante qui se félicite de la censure d'une chaîne comme RT. Enfin bref, c'est pas non plus formidable. Ok, je peux rêver. Et les fact-checkers, parce que tout à l'heure tu parlais des fonds Marianne, je crois que ça finance du coup tout ce qui est, comment ça s'appelle, Conspiracy Watch, etc. Machin. Si je dis pas de bêtises, que tu me corrigeras. Oui, alors Qu'est-ce que tu penses de tout ça justement ? Voilà, à quoi ça sert ? Alors, le fonds Marianne, il y aura vendredi une interview sur Le Monde Moderne avec Régis de Castelnau, l'avocat, qui nous donne une lecture légale de cette affaire, qui est un scandale d'État, de plus, puisque Marlène Schiappa, elle était ministre déléguée de Darmanin à l'époque, à l'Intérieur, et donc crée ce fonds Marianne en réaction donc, à l'assassinat et à la décapitation du professeur Samuel Paty, pour lutter contre la radicalisation en ligne. 2 millions d'euros sont alloués à ce fonds. Un appel d'offres est lancé. Alors en fait, un appel à projet. Vous avez 3 semaines pour répondre. Et là, miracle, vous avez une association qui s'appelle Reconstruire en commun ou je sais pas quoi, qui n'existait pas avant cet appel à projet, qui récupère 300 000 euros et qui crée du contenu, enfin qui est censé créer du contenu contre la radicalisation et qui crée en réalité du contenu contre les opposants à Macron. En pleine période électorale, tout va bien. Vous avez une autre association avec Sifawi, donc qui lui se paye simplement un salaire grâce à ce fonds, mais ne produit que très peu de contenu. Conspiracy Watch qui récupère 60 000 euros. Rudy Reichstadt qui explique que c'était un soutien pour ce qu'il fait parce qu'il fait un travail excellent contre la radicalisation. Un soutien, ça s'appelle une subvention. Là, c'est un appel à projet qui demande de la création de contenu. Or là, il y en a pas. Donc c'est vraiment une cagnotte qui a été faite pour des officines politiques pour pousser bien sûr l'agenda politique d'Emmanuel Macron et sa campagne en l'occurrence. On est là dans du financement illégal de campagne, on est là dans du détournement de fonds publics. Alors évidemment, Marlène Schiappa et son cabinet s'en défendent et appellent une enquête de l'IGAS, les services sociaux, on ne sait pas pourquoi, en disant que ça devrait les aider. La réalité, c'est que vous avez là une pratique honteuse qui a été faite à la louche en pensant que ça passerait, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je pense que l'affaire Playboy n'y est pas pour rien, c'était pour faire de l'enfumage et essayer de cacher ça sous le tapis. Peut-être que Marlène Schiappa était au courant que l'affaire allait sortir. Heureusement, ça n'a pas marché. Heureusement, ça n'a pas marché. Au contraire, ça a été une chambre de résonance énorme. Alors, comme on est en Macronie, Marlène Schiappa n'a pas démissionné. Elle est à New York en ce moment. Elle devait parler sur CNN ce matin, mais Elisabeth Borne l'a débranchée au dernier moment en disant non, c'est pas une bonne idée. Je crois que tu vas fermer ta gueule. Et elle va évidemment continuer. Non, mais c'est scandaleux. C'est-à-dire que là, vous avez, au niveau moral, un scandale. Utiliser la mort d'un professeur et en faire de l'argent. Et puis ensuite, le détournement d'argent public à des fins politiques. Vous savez que les associations de loi 1901 ne sont pas censées, sauf association de partis politiques, faire de la politique ou bien supporter, financer un parti politique. Et vous avez l'autre association qui était une association pour la promotion du sport et des entraînements militaires qui date du 19e siècle, qui a récupéré 300 000 euros pour payer là encore les deux responsables. Aucun contenu produit. Donc c'est un scandale
énorme. C'est la presse indépendante qui en parle, ou la presse, on va dire, papier. Vous avez Marianne, Libé et Mediapart qui en ont vraiment parlé. Évidemment, on va pas en parler sur BFM, ou pas comme ça. On va pas en parler au JT de 20h, alors que ça devrait faire l'ouverture du JT de 20h. Marlène Schiappa n'a pas encore démissionné, alors que nous avons les preuves que ce fonds Marianne a servi à payer les copains pour faire de la politique et promouvoir les idées de... Bref. La justice fera son travail, ce sera très long, et quand jugement sera rendu, ces gens-là seront déjà loin et promus. Sans doute Marlène Schiappa est-elle si souvent à New York qu'elle souhaite déjà mettre un pied dans l'ONU. Donc c'est évident qu'ils vont tous s'exfiltrer. Vous avez Jérôme Salomon qui rejoint l'OMS là récemment. Il n'y en a pas un en fait qui sera là pour être jugé. Alors peut-être que Marlène Schiappa sera une victime, pour dire que regardez, non, on n'est pas corrompu, effectivement c'était un peu déconnant, parce que je crois que la sévérité d'Elisabeth Borne vis-à-vis de sa ministre dit quelque chose. Donc peut-être que Marlène Schiappa va être celle qui va prendre pour les autres, on va dire. Elle va être remerciée. Mais c'est même pas sûr. Olivier Véran est porte-parole, enfin le mec qui faisait que mentir pendant le Covid, le pire ministre de la Santé qu'on ait jamais eu. Porte-parole. Allez. S'en fout. Donc non mais ces gens sont obscènes. Et ils ont le sentiment de toute puissance et ils savent très bien qu'ils ne risquent pas grand-chose. Donc ils peuvent pousser le bouchon très loin. Et c'est là où, effectivement, la violence arrive. C'est-à-dire que ça peut être une violence symbolique. Effectivement que les gens font du bruit. Pourquoi ? Pour les empêcher de se déplacer, pour les empêcher de parler au micro de BFM quand ils sont en déplacement, pour montrer que ça va pas, que tout ça c'est du mensonge. Et que même le vieux retraité macroniste qui ribarde BFM est obligé d'entendre les casseroles et de se dire « Ah bon, tout le monde n'est pas content ? Tout le monde le trouve pas super ?» Voilà. Donc il faut faire du bruit, évidemment, pour se faire entendre quand on a des enfumeurs pareils qui passent leur temps à raconter n'importe quoi et à dire « Taisez-vous, taisez-vous ». Vous voulez pas débattre, vous, de toute façon. Donc, c'est pas heureusement qu'on a des gens qui font du bruit. Oui, et puis le peuple dans la rue n'est pas le vrai peuple qui s'exprime dans les urnes, tout ça. Il y a une foule. La foule, c'est le peuple. La foule fait peur, mais... C'est assez hallucinant, quoi. Le constat est assez effrayant en fait au niveau des médias et du coup tu penses que demain il n'y a plus moyen de recréer des Mediapart, etc. quoi. C'est quasiment fini la possibilité de pouvoir faire émerger des vrais trucs. Le ticket d'entrée va être tel en fait que ce sera très difficile de pouvoir faire à nouveau un média indépendant de cette taille-là, on va dire. Voilà. C'est à mon avis la dernière fois où on aura un truc de... Alors peut-être pas, je suis peut-être un peu trop pessimiste, on aura peut-être des choses, mais tel que je vois se préciser le projet de censure, et pas qu'en France, c'est ça, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est au niveau européen, c'est vraiment quelque chose de coordonné, parce que derrière, c'est bien sûr la vraie démocratie qui pourrait pointer son nez, c'est-à-dire le peuple. Alors, c'est Enthoven qui en parle très bien sur BFM en disant, mais alors quoi, vous voulez un président qui écoute le peuple ? Mais c'est n'importe quoi. Non, vous savez, quand on fâche les gens, c'est qu'on a l'autorité de l'État, c'est n'importe quoi, en fait. Non, l'autorité, c'est quelque chose qui impose le respect. Vous n'avez pas besoin de la violence policière pour imposer l'autorité. Vous êtes respecté parce que vous avez de l'autorité. Macron n'a aucun respect, aucune autorité, parce qu'il n'est que le mépris et la bêtise de vouloir imposer à un rythme soutenu des contre-réformes demandées par ses amis de BlackRock, de Vanguard et des fonds américains. Et on me dit, une émission. Alors, si jamais vous cherchez l'émission d'Alexis Poulain, c'est Le Monde Moderne. Le lien est dans la description et je vais vous mettre aussi le lien de sa chaîne. Comme ça, vous pourrez aller découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je pense pas que vous soyez nombreux à pas connaître, ça m'étonnerait. Mais au cas où, quand même, je vous mets le lien si nécessaire. Je vais demander à ceux qui veulent prendre la parole de se manifester dès maintenant. Voilà, c'est le moment pour commencer à discuter avec nous. Et ça va. Merci Raziel pour Le Monde Moderne. Comme ça, vous pouvez découvrir tout ça. L'autorité sans sens, ça marche pas. Oui, non, mais après, je pense que Macron, il a un sens, il a une direction. Elle est claire, elle est limpide depuis des années. Je pense qu'il n'y a pas de secret, quoi. Malheureusement. Non, mais il s'en cache pas d'ailleurs, et c'est sa force, c'est-à-dire qu'il avance comme un rouleau compresseur, et face à lui, il a des gens qui font comme si on était encore dans le monde d'hier et que ce personnage était un président comme un autre. C'est tout sauf un président comme un autre. On n'a jamais eu un président aussi violent, aussi radical, aussi idéologique, aussi dangereux, et aussi vendu aux intérêts étrangers. C'est la première fois que vous avez un président qui dit « Oui, vous savez, moi je fais pas des lois pour le pays, je m'occupe d'abord un peu des lois européennes. » C'est scandaleux. Un président de la République, c'est un président de la République française. Voilà. Sauf que le mec se voit déjà en président de l'Europe.
Donc, non, mais moi je suis scandalisé par l'inanité en fait de la classe politique aujourd'hui. Mais tu crois qu'il croit son délire, tu sais, de mystique, on va dire, d'avoir une destinée, une transcendance à travers. Oui. Il nous fait une Mitterrand en pire, quoi. C'est quoi le truc? Bien sûr, mais c'est un copycat. C'est comme un serial killer qui copie les autres. C'est-à-dire qu'un coup il va te faire du Chirac. What do you want? You want me to get in my plane? Un coup il va faire du Mitterrand. Vous savez, la bête de l'événement est là. Un coup il va faire du Sarkozy. Bah moi, ma bonne dame, vous savez, moi aussi je me coupe les cheveux puis je me cure le nez. Bah quoi? Et à chaque fois, en fait, il copie un président, VGE, Pompidou, mais il est jamais lui-même. Enfin, c'est quelqu'un qui ne s'habite pas, Emmanuel Macron. Moi, il me met très mal à l'aise parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui va pas. On le voit qu'il joue et il joue mal. Quoi. Après, c'est un bon acteur. Mais c'est un mauvais acteur. Enfin... Non, c'est un mauvais acteur. Moi c'est quelqu'un qui me met très mal à l'aise. Il est jamais vrai. Il est jamais vrai. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable. C'est un peu Patrick Bateman, quoi. Oui, mais copycat. Mais il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose de clinique, je pense. Enfin, on n'a pas le droit de le dire, mais il y a quelque chose qui profondément est cassé chez ce garçon. Ouais. Très bien. Alors, il y a une question du chat, enfin du Discord, qui est... Peut-être lui demander son avis sur Bourdin qui taille Berkoff, mais là de suite, je vais pas prendre la parole. Après, je te donnerai la parole juste ensuite. Alors, qu'est-ce que tu penses de Bourdin qui taille un gros costard à Berkoff? Et je vais démute Anakai. Ben, en fait, vous avez deux lignes. Hein. Vous avez d'un côté être le journaliste respectable qui a fait toute sa carrière dans les médias mainstream, etc. Quitter un costard, un mec quand même qui a fait Actuel, qui était dans la politique dans les années 80 assez très haut, qui a innové, hein, qui a fait à la télé à la rencontre des Français. C'était la première fois qu'on avait ces émissions de plateau débat, qui est allé interviewer Trump, enfin qui est quand même un mec qui a une carrière incroyable. Bon, c'était très déplacé. D'ailleurs, Berkoff a répondu en disant mais vous savez, la contradiction, c'est le fait qu'il n'y ait jamais de contradicteur en fait sur vos plateaux. Donc la contradiction, je la porte en invitant des gens qui sont invités nulle part ailleurs. Et je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. C'est triste de voir ça. Moi, je respecte totalement André Berkoff, compte tenu de ce qu'il a pu faire, de sa carrière et justement des risques qu'il prend en choisissant d'inviter des gens qui n'ont pas le droit à la parole. Et ça, c'est une chance. Heureusement. Donc il est pour toi de salubrité publique, quoi, limite. Bah ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas qui a pas justement ce prisme où on a un peu à la Tadi, on en parlait tout à l'heure quand il avait Ce soir ou jamais, et qui dit bah ouais, enfin la chance qu'on a, c'est de pouvoir faire un mix et d'inviter des gens qu'on voit pas ailleurs, puisque c'est ça notre valeur ajoutée, de leur poser des questions, ça devrait intéresser les gens quand même. Et Hanouna, et vous avez une partie. Hanouna va vers ça, mais alors de manière très spectaculaire. Des fois, il essaye. Voilà, c'est ça. Par contre, il faut que ça fasse du buzz. Voilà. C'est du spectacle de Guignol aussi pour enfants. C'est pas de l'actualité, c'est pas de l'info, ça cherche pas à creuser. Très vite on élude, ou alors on va patachonner le truc, enfin le côté genre on va parler d'adénochrome direct pour que tout tombe alors que les réseaux pédophiles existent, je suis désolé. Donc c'est malheureux, c'est-à-dire ça permet aussi de débrancher très vite un peu tout ce qui serait tabou, dangereux, en passant par la casse-clown. Donc non, je n'irai pas jusqu'à... Je n'oserais pas comparer même un parallèle entre Berkoff et Hanouna. Je disais à grande ampleur, peut-être qu'effectivement ça pourrait être considéré comme ça, parce que des fois il a fait des tentatives, mais c'est juste qu'il n'est pas bon pour mélanger des avis politiques et laisser s'exprimer correctement, parce qu'il a peut-être peur de la censure, de ce qu'il y a en amont. Enfin, c'est le problème de il n'a pas peur, puisque de toute façon il paye. Et, oui, je veux dire, il le fait, des chèques. Hein. Et au contraire, ça lui fait du buzz, ça permet d'aller loin. Mais je crois qu'il n'y a pas... L'idée, c'est de mélanger les petites gouttes et de faire du clash. Et puis, vous avez tous ces animateurs là qui servent à rien en réalité, qui font du bruit et qui évitent en fait qu'il y ait un vrai débat qui s'installe avec des contradicteurs intelligents et intéressants. Le problème d'Hanouna, c'est ce plateau là c'est une ménagerie quoi. Donc chacun joue un rôle, c'est de la télé-réalité, donc on peut pas parler d'actualité avec cette émission, qu'aurait pu être bien, mais c'est en train de tourner vinaigre et d'être complètement débile quoi. Très bien. Alors, Anakai Sky, est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que tu as une autre question, justement? Parce que c'était ta question. Anakai, tu peux prendre la parole. Anakai. Ouais, je suis là. Vas-y. Bah, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Moi, j'ai une question. C'est, les médias, on sait que c'est bloqué, c'est un peu compliqué, mais au final, peut-être le seul moyen de débloquer ça, c'est d'agir plus haut, d'agir au niveau politique, presque au niveau d'un parti politique.
Au final, c'est quoi la porte de sortie parce que là, on lutte constamment, enfin on lutte, entre guillemets, pas moi, mais on lutte constamment pour essayer de sauver la petite part de liberté d'expression qui reste. Et au final, il faudrait agir en profondeur, quoi. Alors, oui, il y a deux mouvements en ce moment qui sont invisibles, mais qui sont réels. À la fois des mouvements de politisation suite aux Gilets jaunes, mais des mouvements citoyens qui portent le rite constituant, qui portent aussi des solidarités locales, beaucoup d'organisations. On a vu ça avec Louis Fouché, par exemple, mais d'autres, qui essayent d'organiser avec les soignants suspendus. Truc scandaleux quand même. La France est le seul pays où on a condamné les gens à ne plus travailler, à ne vivre avec rien, et on est encore là-dedans. Donc il y a des solidarités locales qui se sont mises en place, avec derrière aussi un élan politique de dire il faut se regrouper, il faut faire quelque chose. Et puis l'autre courant qui est en train de se mettre en place, de par mes petites antennes, c'est un rassemblement souverainiste. Parce que enfin on peut dire que l'Union européenne de Maastricht est un problème. Enfin on peut le dire, enfin on peut être entendu et enfin on peut le démontrer. L'inflation, l'argent magique, la guerre en Ukraine, enfin bref, on peut développer Ursula von der Leyen, problème numéro 1. Donc ces deux mouvements concomitants, rassembler les énergies souverainistes en disant bon écoutez, ok, vous êtes tous beaux, vous êtes tous formidables, vous avez un ramage formidable, mais maintenant il va falloir bosser ensemble, sinon on va pas y arriver. Et de l'autre côté, tous ces courants, ces petites rivières citoyennes qui peuvent aussi converger vers ce rassemblement, parce que l'idée que je porte, je pense que je ne suis pas le seul, c'est que la scission gauche-droite, du fait du parti unique macroniste, et on voit bien que ces gens-là, à partir du moment où ils ont une étiquette, ils en changent à peu près comme ils veulent, n'a pas lieu d'être dans la tête des électeurs, et surtout des électeurs populaires, on va dire. Et donc il faut réécrire la politique, rejouer avec d'autres règles aussi, et dire, moi je pense qu'aujourd'hui, vous avez une lutte des classes réelle, vous avez donc ces milliardaires propriétaires de médias qui habillent les politiques, qui aussi les choisissent. Macron, c'est quand même le sommaire, la cerise sur le gâteau, le mec qui sort de nulle part, commission Attali, hop, un petit coup à l'Élysée, un petit coup dans la banque d'affaires, et puis tous les oligarques disent, il est bien lui, il me plaît, il est mignon, tiens, allez, fous-le là. Et puis il parle bien, t'as vu, il va tous les enfumer, c'est génial. La ménagère de moins 50 ans, tu vas voir, elle va être trop contente devant sa télé. Et on fait l'arnaque Macron, donc ça suffit. La réalité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que vous avez des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vous avez des gens qui sont maltraités systématiquement parce qu'ils sont au chômage, ils ne trouvent pas de boulot. Mais c'est leur faute. Mais enfin, Bruno Le Maire qui nous parle de plein emploi, on parle de quoi ? Création de 1,7 million d'emplois en 6 ans, ce que dit Macron, et lui il parle de 300 000 emplois en 2 ans, on est à 5 millions de chômeurs. Donc on est loin d'avoir tous les gens au boulot. Et puis, voir quel boulot. Moi, j'aimerais voir Bruno Le Maire un jour travailler, tiens, pendant 100 jours. On va leur donner tous à 100 jours du SOP, Le Maire, Darmanin, tous, Macron, et on les fait tous bosser dans un camion pizza, dans un kebab, faire le ménage dans les bureaux, aller dans un EHPAD. Juste, on les regarde 100 jours bosser. Et on voit comment ils s'en tirent, ces beaux gars. Et là, je peux te dire que ce serait drôle. Donc, il faut un parti populaire. Il faut un parti populaire d'union. Il faut arrêter avec ces divisions gauche-droite. Alors, moi, je pense qu'une des limites du Rassemblement national, c'est la xénophobie, c'est le racisme. Ça, c'est intolérable à mes yeux. Et une des limites du côté gauche France Insoumise, ça va être, à l'inverse, les délires wokistes, et tous ces trucs qui perdent aussi des électeurs parce qu'on s'en fout en réalité. Oui, il faut respecter tout le monde, très bien. On n'a pas à en faire un programme. Enfin, typiquement, l'affaire Quatennens, ce genre de trucs. Et donc, sortir de tout ça, voir aussi l'ampleur du moment historique et dire, bon, maintenant, il faut ce courant populaire. Il nous faut renverser la table. Il faut arriver à faire cette union-là et dire, bon, le programme, il est simple. On récupère le pouvoir. On revoit tous les traités européens. On revoit cette création d'argent magique. On revoit la dette. Il faut arrêter là avec les agences de notation, parce que tout ce que fait Macron, lui, c'est obéir. Il ne fait qu'obéir en bon élève aux donneurs d'ordre, donc les agences de notation, les propriétaires, les créanciers, etc., etc. Et jamais ceux qui sont spoliés systématiquement, ceux qui perdent, ont droit à la parole ou ont droit à une politique d'apaisement ou même d'air, parce que là, il est en train d'étouffer tout le monde.
les petites entreprises, les petits patrons, les mecs qui bossent, les livreurs, l'ubérisation de la société. C'est-à-dire quoi? Toi, tu vas avoir ton scooter, ton vélo, tu pédales et c'est tout. Et c'est ça ton boulot. Et jusqu'à 64 ans, enfin 70. Mais c'est quoi ce monde de dingue? Ah non, mais il faut faire des formations. Ah ouais, par exemple, maintenant tu peux pédaler en vélo électrique. Ah ouais, super. Sinon, tu fais des trends TikTok, au pire. Oui, ou tu fais influenceur, mais c'est super. C'est ça, voilà, c'est une sorte d'avenir un peu. Mais ça marchera pas. Une société d'influenceurs, il faut quand même des neurochirurgiens à un moment. Oui, ça va être compliqué. Après, faire que des grosses bouches. Après, il y a une sorte de vous avez une qui est en tumeur train au de se cerveau, créer. mais regardez, vous avez fait des belles bouches. Bon, tu sais qu'il y a vraiment un monde parallèle qui est en train de se créer d'influenceurs qui viennent de nulle part à la base. C'est l'idiocratie. Oui, voilà, c'est l'idiocratie, clairement. Mais sauf qu'ils sont rémunérés, tu vois, pour ça. Tu vois. Oui, mais parce que vous avez aussi les dérives qui ont été autorisées. Enfin, Magali Berda qui maintenant fait son mea culpa en disant « Oh non, mais on n'a pas le droit de vendre de la merde. » Ça va. Le problème, c'est pas tant les influenceurs qui finalement, alors eux sont pas des premiers de la classe, mais qui sont assez malins pour se dire « Tiens, je vais faire de la thune avec des gogos. » Le problème, c'est les gogos. C'est des gens qui sont capables de dire « Oh, bah c'est belle sa bouche là en boudin. Moi, j'aimerais bien la même quand même. Oh, bah c'est beau, c'est ça en plastique. Bah j'aimerais bien les... Oh, puis alors ce cul en ciment là, bah, c'est super. Oh, puis alors c'est super aussi, c'est des compléments alimentaires pour faire caca, ben j'en veux, hein. Bon, c'est des pauvres gens, quoi. À un moment aussi, c'est un problème d'éducation. Ah, mais ils profitent justement de cette naïveté, on va dire, et de bêtises. Oui, ils en profitent, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, la société ne leur en veut pas pour ça. Ils réussissent. Et après, vous avez des Marc Blatta qui sont contents avec leurs dents en forme de bidet et qui t'expliquent ouais, tu veux une Maserati? Tiens, j'ai un super conseil de trading. Crypto trading. Fait des copycats. Eux aussi ils font des copycats. Hein. C'est assez. Anakei, est-ce que tu as une autre question? Et ça marche. Dylan machin. Ouais, Dylan Thierry, tiens, je vais aller voir des petits enfants qui sont en train de mourir. Abonnez-vous, 3636, j'ai un super conseil de crypto trading. Ah, mais c'est ça qui est malheureux, on arrive sur une génération de dégénérés. Alors Anakei, c'est pas quoi. Anakei. Bah oui, c'était ma question, merci en vrai. Merci beaucoup à toi, Anakei. Merci de m'avoir donné la parole, c'est cool. Avec grand plaisir. Et bien, on va donner la parole à Koug. Koug, bonsoir. Tu voulais poser des questions. Koug, est-ce que tu es parmi nous? Koug, t'es mort? Salut, oui. Non, mais en fait, il faut parler dans le micro. Au pire, sortez-le du salon et remettez-le. Je pense qu'il doit avoir un petit problème. Il y a des... c'est bon. Vas-y. Wow, que du bonheur. Putain, j'arrive enfin à vous joindre. Salut Alexis, salut Joclo. Salut. Trop heureux de vous voir. Je vous kiffe trop, les gars, je vous kiffe trop. Et bah, bisous. Je suis un putain de daron, je suis à moins que rien, mais putain que ça fait du bien de vous voir ensemble. Mais alors, la jeunesse, c'est les vieux comme nous ensemble, mais c'est trop top, voilà ce que je veux dire. Respect Alexis pour tes 100 000, putain que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. GG pour les 100K. Le million maintenant. Ah ouais, c'est clair, c'est grave mérité. Pareil, vous méritez. À nous l'union. Je vais juste dire félicitations, c'est tout. Là, je suis tellement perturbé d'avoir réussi à me connecter enfin, tellement je suis mauvais là-dedans que je sais même plus quoi dire, putain. Je sais même plus quoi dire. Bravo déjà. Après, tu voulais peut-être parler de la censure. Respect pour le macro-ball et tout ça, quoi. Respect pour tout, respect pour ce que vous faites. Mais ça fait un bien fou pour des gaillards comme moi qui ont du mal à survivre, entre guillemets, à vous entendre, à unir, à entendre cette jeunesse, à vous entendre, à être là, mais on attend que ça. Nous, moi, mais on est combien à attendre ça, être liés, parce que là, je suis en accident de travail, tout ce que vous voulez, je suis pas en côté de ma vie, en burn-out, mais vous entendre, mais putain, mais quand je vois cette jeunesse qui essaie de se réveiller, c'est délire, mais oui, ça fait un bien fou, merci. Je vais essayer de me poser, parce que... pas de soucis, mais content que ça te fasse du bien, ça fait plaisir, au contraire. C'est un peu le but, ça me manque, là, les gars. Le but, c'est entre information et bonne humeur aussi. C'est super important d'apporter ça aux gens. C'est excellent avec vous, c'est ça qui est excellent, quoi. Il y a tout qui se passe bien et ça fait grave plaisir, quoi. Il n'y a pas de censure, il n'y a rien, mais c'est vraiment, vraiment trop bon, quoi. Alors... merci beaucoup. Est-ce que merci. Ma question, vas-y. Ouais, un truc tout con, parce que je sais qu'il est parti faire son spectacle là-haut en Guyane, c'était ça, hein. Je sais même plus maintenant. En Guadeloupe, ouais. Comment ça se passe exactement là-haut? Parce qu'on a très peu d'informations quand même sur le continent, nous. Eux, ça va. Il y a eu pas mal de blocages. Ils ont réussi quand même à faire plier avec les soignants suspendus, etc. C'est une histoire, hein, parce que l'île a quand même une histoire de lutte assez écrite. Et quand ils décident de bloquer les routes, ils bloquent les routes. Et vous avez des syndicats qui sont très proches de la base.
qui sont relativement indépendants par rapport aux centrales et qui, quand ils décident de rentrer en lutte, rentrent vraiment en lutte et emmènent tout le monde. Donc c'est un pays qui a gardé quand même un certain respect de soi-même et qui tient la route et qui peut dire stop. Donc ça se passe très bien. Et puis après, vous avez à côté d'autres pays où là, c'est pas la France, où ça se passe très mal, dans les Antilles. Donc on voit aussi que le fait que la métropole subventionne, etc., permet aussi de tenir un certain climat social. Mais il y a quand même, j'ai vu quand même beaucoup de misère à Basse-Terre, avec de la drogue, des choses comme ça, voilà, mais pas moins pire qu'à Paris. À Paris, c'est le pire de tout, je pense. Ouais. Malheureusement, je suis un petit gars de province, dans ma campagne du 54 là-bas. Je peux pas trop voyager, malheureusement, on n'a pas le pognon. J'ai choisi d'être propriétaire, donc maintenant fini les vacances, fini tout ça, quoi. Ça, c'est un choix, je vais pas m'étaler là-dessus, avec un petit rêve d'autogestion. Est-ce que tu crois, comme certains le disaient, comme ah bordel, comme je suis pas content, etc., qui pensaient qu'il y aurait peut-être moyen par les communes de bloquer tout ça et de faire quelque chose, quoi, de reprendre les communes en main et de s'imposer à rigueur légalement comme ça, quoi, ou de faire quelque chose. Ouais, mais c'est à ça que je pense quand je parle des réseaux de solidarité locaux. C'est pas forcément les communes, enfin ça dépend. La commune, ça reste un outil effectivement, mais ce qui va se passer sous les radars. Mais faut voir pourquoi il y a d'ailleurs autant de violence vis-à-vis des ZAD. Dès qu'une ZAD s'installe, en fait, c'est une alternative qui s'installe. C'est-à-dire, c'est par rapport à ce monde capitaliste du profit, du travail pour la thune, etc. Vous avez des gens qui refusent ça et qui voudraient vivre autrement. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette violence à Sainte-Soline et partout. C'est pas simplement parce que vous avez des éco-terroristes ou des choses comme ça. C'est que si jamais les ZAD réussissaient, et elles devraient réussir si les flics n'étaient pas sur leur dos, alors ça montrerait que le monde capitaliste tel qu'il est marche sur la tête, puisqu'on a des gens qui crèvent la dalle, qui n'ont pas de logement, alors qu'on a tout pour nourrir tout le monde. Donc la ZAD, c'est quelque chose que le pouvoir en place doit détruire, comme l'habitat particulier. Vous ne pouvez pas mettre une roulotte dans votre jardin, etc. Parce que ça veut dire quoi que, attention, vous ne pouvez pas vous mettre sur le réseau, mais vous vous rendez compte, mais vous êtes un dangereux terroriste. Voir les gens du voyage qui ont toujours été traités comme des brigands, parce que si vous n'avez pas d'adresse fixe, vous êtes déjà dangereux pour le pouvoir central. Et la France, qui est un pays en plus ultra centralisé, ne supporte pas les alternatives. Donc pour moi, effectivement, ce qui peut se passer, et ce qui va se passer, parce que la vie est trop chère, et parce que même avec un boulot, ça marche pas, c'est que les gens vont sortir du cadre, et vont s'organiser, et l'autogestion, t'en parlais, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a des communautés qui se mettent en place. Moi, j'ai le fils d'un ami qui a fait une grande école style Polytechnique ou X, je sais plus, qui au lieu d'aller bosser dans une boîte d'armement ou quoi que ce soit, s'est barré pour monter une ferme coopérative avec ses copains. Donc ça y est, c'est enclenché. C'est enclenché. La démission, elle est en train d'arriver, y compris dans des classes où normalement on continuait de reproduire le système. Et ils ont peur des ZAD. Ils ont peur des ZAD parce que c'est la fin de ce monde-là. Le moment où on se gère tout seul, où l'utopie anarchiste s'ancre et se réalise, parce que c'est possible, l'utopie anarchiste, on peut vivre sans patron, sans maître, etc. À partir du moment où ça arrive, ils sont dans la merde. Et donc il faut surtout pas montrer que ça peut marcher, surtout pas. Et la violence de Darmanin et de ses troupes à Sainte-Soline, elle est là pour une seule chose, dire n'essayez surtout pas de faire ça, bande de mécréants. Et alors, vous vous imaginez, plus de téléphone portable, plus de QR code, plus d'impôts, plus de consommation à outrance. Enfin, mais qui sont ces gens? Tu m'étonnes. Ces gens sont là. Mais ces gens sont là. Et c'est un mouvement de fond qui va prendre de l'ampleur, je pense. Ouais, je l'espère plus que tout. Moi, j'aimerais bien, c'est l'éveil des consciences qu'il faut déjà voir. Il nous a déjà montré l'exemple. On va dire, par exemple, avec la commune, où il y a eu le massacre, pour déjà dire, hé les gars, si vous vous réveillez là, nous les bourgeois, on garde le pouvoir, calmez-vous. C'est revenu après, on a vu 1970, avec cette putain de guerre qui était là pour prier, pour pas qu'il y ait cette révolte qui montait déjà, quoi. Et j'ai l'impression que le peuple français a oublié toute cette histoire qui est en nous, quoi. On a cette révolte, on n'a pas fini notre révolution. Et j'ai l'impression que cette jeunesse ne comprend pas encore ce qui se passe. Il faut qu'elle se réinforme, il faut qu'on se repolitise. Ils ont fait une notion de non-politisation qui est terrible quand même là-dessus aussi, quoi. Il y a tout à revoir. Je viens d'avoir une nouvelle, ce qui est génial, c'est que là, il y a un réveil populaire, un vrai. Là, Dupond-Moretti et Agnès Firmin-Lebaudot, qui est chargée de l'autonomie, une ministre qu'on ne connaît pas, mais il y en a plein, ont renoncé à se rendre à Valence et à Dijon demain. Ils ont peur, en fait. Les déplacements ont été annulés à la dernière minute face à la menace de manifestation et de blocage. Donc, ça y est.
Ça y est, c'est parti. Ah, ça donne du Et rêve. là, les réponses de Macron sont phénoménales parce que systématiquement, il répond pour énerver encore davantage et pour mobiliser encore davantage. Donc c'est un camoulox total. Aujourd'hui, on est en train de confiner les confineurs, ça y est. Il n'y aura plus de confinement, hein, je vous rassure. Plus les Français ont été cons une fois, pas deux. Les auto-attestations, et ils pourront les manger. Je sais pas, hein, je Mais- m'attends. Si y a un gros si. Covid en Non, hiver, non, ils sont capables. Non, hein. non, 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 non. Je sais pas. Après, économiquement, ils peuvent peut-être pas, mais Exactement. c'est surtout Non, ça. exactement. quoi. non. Ils pourraient très bien dire, vous allez Même à bosser, l'époque, moi, j'avais mais un- vous sortez pas trop. Sur Le quoi. Monde Moderne, Éric Lemaire avait D'accord. écrit un article. C'était pas des mesures sanitaires, c'était des mesures déjà de contrôle des populations et de lutte Exactement. anti-insurrectionnelle. Donc déjà, de toute façon, on est dans un moment révolutionnaire et insurrectionnel, et ils le savent. Et la violence d'État, c'est pour ça qu'elle est déjà là en train de grimper, et Tout à fait. ils ont peur. Ça y est, Pièce, la s'il vous peur plaît. est de leur côté. Pièce. C'est ça qui est formidable. Les gens n'ont Pièce. plus peur. Ça y est, ça y va dans les rues, ça y va partout, ça gueule. Moi, j'aimerais Ça bien dit que à ça gueule Macron un peu que plus, c'est hein. un gouvernement de corrompus. Ouais, Moi je aussi, suis allé mais filmer, ça commence. Quand c'est je- un peu calme, j'aimerais bien que ce soit un peu plus vivant. Écoute, c'est très mais ça calme, viendra. ça danse, ça Voilà, chante, c'est c'est un très peu calme. joyeux. Mais les gens, attends, on Je part suis de loin. Moi, journaliste, quand j'ai dit, Alexis. Non mais quand j'avais dit je rêve d'un peuple féroce, on part de loin. Hein, la férocité, on va la monter petit à petit en C'est ça. intensité. Voilà, Exact. Mais clairement, ce qui est beau à voir, c'est que ça y est, ils ont peur. Ça y est, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ça y est, même quand Macron parle au micro de BFM, on entend derrière les gens qui gueulent Macron démission. Ça, c'est une victoire. Et il faut les prendre, ces victoires-là, Ouais. parce que c'est pas évident de gagner face à des gens comme c'est ça. dur de rassembler. Ah, c'est ça vrai va que non, mettre je suis du d'accord. temps, je suis d'accord. encore, peut-être du temps encore, ça c'est clair quoi. Alors. Ça il faut voir. Ouais. Une autre question, Vas-y. juste Zuclo, Parfait, excuse-moi. vas-y. J'allais te demander si tu une autre question. C'est la dernière, malheureusement, parce qu'il y a d'autres gens, mais t'as le droit de la poser quand même. Je comprends très bien, déjà merci, T'inquiète, ça fait un bien fou. Y a pas de souci. Juste ça, moi qui suis dans le boulot, qui est dans le taf, qui essaie de faire déléguer le personnel pour voir, je me suis syndiqué parce que je me dis qu'il fallait se syndiquer. J'ai fait un choix, j'ai refusé la CNT alors que c'est dans mon cœur tout ça quoi. Il y a 10 ans à peu près quoi. J'avais posé une question à mon responsable, il était régional à l'époque. Simplement pour les augmentations des salaires. Il disait vous avez la prime, fermez vos gueules. J'ai dit ouais mais la prime ça compte pas, blablabla. Il a terminé par ça. De toute façon c'est simple. Merci, Si vous voulez un Joyeuse salaire, Roux. ce Merci. sera comme la Happy commune. Wheel. Merci Ce sera comme mai 68, le sang coulera. Donc tu crois pas, toi Alexis, qui a plus de recul que moi, plus de connaissances là-dessus, que tous ces projets sont déjà faits depuis longtemps. Ce système est déjà prévu depuis longtemps. Parce que pourquoi pas oui, me enfin, faire ça. C'est une folie quand même. Mais non, mais je sais pas si tu as vu la trilogie Matrix, qui est quand même assez exceptionnelle là-dessus, puisque, bon, je vais spoiler, mais ce qui est génial dans Matrix, c'est que c'est un éternel recommencement. Il y a la prophétie, il y a l'élu est là pour perdre, et ça recommence. Et tout le monde croit qu'il va gagner, et ça occupe en fait. Donc, une révolution, c'est un tour sur soi-même. Donc, évidemment qu'ils savent aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les 30 Glorieuses. Ça a permis de faire monter la classe moyenne, de donner l'American Way of Life à tous les Français. Mais 68, c'était ça, libération sexuelle, etc. On allait encore plus vite dans l'américanisation de la société française. Puis arrivent les années 80, la finance folle, etc. Ce qui fait, avec une société comme la société française, la création d'un nouvel ancien régime, avec une noblesse d'État, les grandes écoles, etc., la classe de la haute bourgeoisie, et qui refait exactement les mêmes erreurs que la noblesse de l'ancien régime, c'est-à-dire les privilèges, du mépris des gueux, enfin tout est là. On est bien Et vous d'accord. avez Macron, que certains appellent le poudré, qui se retrouve avec Brigitte au palais de l'Élysée et qui dit à peu près les mêmes trucs que Marie-Antoinette. C'est-à-dire que la déconnexion est totale et donc on va se retrouver effectivement en 1789, assez rapidement. La seule question, c'est qu'à l'époque, les gardes pouvaient très vite changer parce qu'ils étaient conscients aussi de leurs conditions prolétariennes, hein, même si on ne parlait pas de lutte des classes à l'époque, mais ils voyaient bien qu'il y avait le roi, puis eux, à un moment, se faire tuer, si tu avais 100 gueux avec des fourches et toi avec ton épée, tu disais, bonjour Saint-Denis, il vous reste des sandwichs. Là, vous avez des flics qui, visiblement, pensent qu'ils sont surarmés, qu'ils sont capables de répondre, et des gens qui sont radicaux. Parce que Louis XVI, à un moment, il ne demande pas à la troupe d'aller tirer. Il dit non, on va discuter, vous allez voir. Macron, lui, il demandera à la troupe de tirer. C'est ça qui est flippant, quelque part. Est-ce qu'ils le feront? C'est ça, quoi. C'est toute la question, et c'est bien l'inquiétude que j'ai. Pareil. C'est qu'ils en sont capables, malheureusement. Eh bien, on aura, j'espère, pas la réponse prochainement. Il n'y a pas de quoi. Merci, Koug. Merci à toi. Eh bien, justement, on va donner la parole à Tom Bombadil. Tom Bombadil, je vais te donner la parole. C'est bon, tu es démuté, c'est à toi. Ouais.
Salut. Bonjour. Salut Alexis, salut Léo. Salut. Alors j'aurais une question un petit peu complotiste, un tout petit peu. Hein. Bon, tu as dénoncé le scandale des fonds Marianne avec Marlène Schiappa. Avant Schiappa, on a eu une autre gourde, désolé du terme, Sibeth Ndiaye. Ce niveau de bêtise politique qu'on nous inflige depuis le premier mandat Macron, pour toi, est-ce qu'il est... c'est une fatalité, c'est-à-dire que vraiment on a affaire à des crétins, ou alors à des ordures qui ont une feuille de route. Et j'appuie ce questionnement que j'ai depuis longtemps en t'écoutant régulièrement et en écoutant tous les réacts de cette déplorable scène politique qu'on a constamment sous les yeux. Vu qu'au niveau mondial, je pense aussi donc avec Trudeau et avec d'autres pays au niveau du monde entier, on a à peu près les mêmes phénomènes. Est-ce que ce serait pas vraiment voulu en fait de tenter d'abrutir les gens, d'aller vraiment dans la politique crasse dans son extrême, ou est-ce que tout simplement ils sont idiots quoi, et que finalement on a des hommes et des femmes politiques complètement médiocres et déconnectés de la réalité. Alors, je vais te dire, c'est pas nouveau. Je vais répondre avec les mots de Jacques Chirac qui disait en politique, il n'y a que deux profils, les manipulateurs et les abrutis. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que. Donc, ça n'a pas changé. Vous avez en politique. Il y a les deux, c'est-à-dire que vous avez deux profils, vous avez les manipulateurs et vous avez derrière les idiots qui suivent, qui ont la gamelle, qui sont contents parce que derrière il y a l'écharpe, il y a le machin, on est content, monsieur le ministre et monsieur machin. Donc vous aurez toujours en politique les manipulateurs et les idiots. Et les idiots peuvent très bien réussir. Hein, c'est ça qui est exceptionnel, c'est de se dire c'est pas une prime à l'intelligence, c'est pas non plus et c'est bien sûr les manipulateurs qui tirent le mieux leur épingle du jeu et les idiots qui vont être les victimes sacrificielles une fois le moment venu. Donc c'est pas nouveau et on a ces deux profils à la manœuvre, mais voilà, c'est pas le fait de la Macronie. On va dire que c'est plus caricatural parce qu'on a peut-être affaire à des gens encore un peu plus idiots et encore un peu plus manipulateurs, mais c'est le même principe qu'avant. D'accord. Et les journalistes dans tout ça, parce que là aussi on assiste vraiment à une disparition de quoi politique. Oui, mais chez toi. C'est ça, ouais. Elle est morte la profession. C'est vous les journalistes. Voilà, c'est ça. Alors, non, mais les journalistes, le problème, c'est que c'est un mot galvaudé aussi. C'est-à-dire, moi, je ne considère pas qu'être présentateur sur BFM, c'est être journaliste. Vous êtes présentateur sur BFM. Vous avez des journalistes qui font le travail, y compris à BFM, hein, mais du travail d'enquête, du travail aussi. Pour moi, le journalisme, ça reste la critique sociale. C'est essentiel. C'est de dire ce qui ne va pas. C'est pas de dire non, mais attendez, arrêtez de vous plaindre. Quand même, on est en France. Enfin, le mal qu'ont fait les chaînes d'info continue, ces émissions de flux en plateau qui sont des chaînes d'opinion en réalité, hein, et d'opinion de leurs propriétaires, on fait un mal fou au débat public et ça ne peut pas se résumer à ça. Et puis les titres de presse, comme je le disais, aujourd'hui la presse c'est quand même un secteur florissant, c'est très difficile de sortir son épingle du jeu, s'auto-censure ou ne vont pas très loin, ou vous avez même quand même la société de journalistes du Parisien, propriété de Bernard Arnault, qui a gueulé et qui a fait un vote de censure vis-à-vis de la direction parce qu'ils ont dit que le traitement de la réforme des retraites était totalement idéologique. De Parisiens. Donc même chez les journalistes qui veulent pas perdre leur boulot, qui font ça parce qu'il faut bien manger, ils se rendent compte que ça va plus, que là ça va trop loin dans la caricature là aussi. Donc ça va péter. C'est à un moment, il y a des gens de bonne volonté, on va se retrouver, on va faire des trucs. La sphère de l'idiocratie sera toujours là, peut-être surgonflée, mais un peu comme une supernova, ça va péter parce que de toute façon, ça va être trop con à un moment. Mais ça va être une évolution parallèle. Je pense qu'on aura deux scènes très différentes. C'est déjà le cas aujourd'hui. Plein de gens ont éteint la radio et la télé et s'informent via le monde moderne, via des médias indépendants, etc. Donc ça va ne faire que s'amplifier en fait. Le monde de ceux qui regardent les mainstream et le monde de ceux qui s'informent autrement. Donc tu es d'accord pour dire que... deux mondes qui n'ont rien à voir. Donc sur la question que je t'ai posée par rapport au fait que pour moi j'ai le sentiment que c'est mondial, c'est-à-dire qu'en gros on a les mêmes phénomènes dans les autres pays occidentaux en tous les cas. Oui. Donc du coup voilà, c'est pas, il y aurait pas peut-être quelque chose de voulu dans cette façon de faire de la politique ou de l'information, parce que c'est tellement massif que ça en est
étonnamment effrayant. Ah, c'est pas un Non, Mickey, ça me non. chatouille, c'est bizarre. Il y a un projet Le palais. partagé, C'est ça, qui est celui de l'intégration européenne, qui est celui du néolibéralisme, qui est celui du remboursement de la dette, qui est celui de la société du contrôle social. Ça, c'est un projet partagé, ouvert, public. Donc ça, on peut pas dire que Macron s'en cache. Il essaye d'aller le plus vite possible. Parce qu'il sait que ses jours sont comptés de toute façon. Donc ce projet-là, d'ailleurs la lecture de la crise sanitaire le montre. Des pays qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout dans le même hémisphère, etc. Nouvelle-Zélande, Canada, France, Grande-Bretagne, États-Unis ont la même politique parce que McKinsey leur a dit de faire comme ça. C'est d'une débilité sans nom. C'est ça, c'est Et donc il effrayant. faut faire comme ça. Et notamment en Guadeloupe, qui avait rien à voir, puisque justement le virus n'arrivait pas au même moment, etc., était obligé de faire comme en métropole, alors que ça n'avait rien à voir. Et là, il disait, mais vous êtes des malades, en fait. Je vais aller plonger, voir les poissons, tu vas pas m'emmerder, quoi. Et donc, cette débilité-là, elle est du fait de ces gens au pouvoir qui sont débiles. Effectivement, on a affaire à des idiots, mais qui obéissent à un plan, qui ont un plan, et qui pensent que ce plan, c'est le plan de la raison, et qu'ils ont raison. Et c'est à nous de leur montrer qu'à un moment, bah non, en fait, c'est pas parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils ont raison. Et ils sont aidés en ça par des clowns médiatiques comme Monsieur Enthoven, par exemple, qui racontent n'importe quoi pour sauver le régime, comme Christophe Barbier, etc., qui sont payés pour sauver les meubles, pour dire mais attendez, écoutez, on peut pas dire ça. Et puis les Français ont trop de vacances, et puis vous comprenez, à la fin, ils foutent rien les Français. Enfin voilà, toujours, c'est de votre faute. Et puis c'est insupportable. C'est insupportable. Mais ça marche parce que justement, c'est ce cirque politico-médiatique qui se tient. Édouard Philippe, c'est le maire du Havre, c'est un lobbyiste d'Areva, il va cachetonner chez Atos. Le mec est en vacances, il est à New York en ce moment, il était en Inde la semaine dernière, il était je sais pas où avant. C'est un grand maltraitant qui devrait être en tôle parce qu'il a mutilé des manifestants pendant les Gilets jaunes. Le mec est en train de préparer sa candidature parce que toutes les semaines, on nous vend de la saucisse du Havre en disant mais en 2027, vous allez bien manger de la saucisse du Havre. Il n'y a que lui pour sauver la France maintenant. Mais non. Déjà, je ne sais pas à quoi il ressemblera en 2027. Et deux, j'espère bien qu'il ne va pas se présenter, quoi, bordel. Donc, tout ça est très bien huilé. Et c'est ça qu'il faut faire dérailler. Ce système-là qui nous vend du grand maltraitant systématiquement, ou de la Marine Le Pen, parce que, oulala, attention, Marine Le Pen, quand même, elle est très respectable. Et puis 15 jours avant l'élection, mais non, mais c'est une nazie, putain. Mais attends, t'as pas passé ton temps à dire qu'elle était respectable? Non, j'ai pas dit ça. Allez. C'est des membres de langage, la communication. Alors, Tom. Ah, mais c'est au-delà de ça. Oui, j'imagine bien, malheureusement. Alors Tom, qu'est-ce que tu as Non, malheureusement, ça passe quand même. C'est ça le pire, c'est que ça passera quand même, je pense, même à Édouard Philippe qui se représentera parce que justement, c'est bien calculé. Les ficelles sont très grosses, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui les voit. À part les gens qui te regardent et les gens qui... On les sent, c'est ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, la guerre de l'audience, elle est clé. C'est vraiment la clé. C'est ce moment de renversement où il y aura plus de gens qui vont regarder les médias indépendants et qui vont s'informer réellement que de gens qui s'endorment devant le 20h. Et ce moment-là, je suis d'accord, il est loin, mais moi je me bats pour ça. C'est pour ça que tout le temps je suis là à dire partagez, parlez-en, abonnez-vous, parce que à partir du moment où on aura l'audience, ça y est, on aura gagné. Parce que oui, c'est une guerre de l'information. C'est une guerre de l'information. Battons-nous. Et de l'information réelle. Parce qu'on a affaire à de la propagande et de la censure. Et nous, on a choisi le côté le plus difficile, honnêtement. Et je viens du Cénacle, j'étais sur Arte, enfin j'ai fait toutes ces chaînes. Je sais très bien de quoi je parle. Donc je sais très bien là les handicaps que je me suis mis pour la partie de Macron Ball, sachant que c'est pas moi qui ai fait les règles en plus. C'est quoi le Macron Ball? On m'a dit de m'inscrire au Macron Ball. C'est quoi le Macron Ball là? C'est quoi? Il faut s'abonner au monde moderne, et le Macron Ball c'est un sport que on a inventé, et la Fédération française de Macron Ball. Et donc si tu veux, je peux te lire les règles rapidement. Très bien. C'est pas compliqué. Le Macron Ball se joue, donc il y a deux équipes. Il y a une équipe Macron et une équipe Renaissance. Alors l'équipe Macron a 18 joueurs et l'équipe Renaissance n'a que 6 joueurs. C'est placement libre sur le terrain. Ça se joue avec 2 ballons ou 3. L'engagement à l'équipe Macron. Chaque joueur assure l'arbitrage, mais c'est le capitaine de l'équipe Macron qui arbitre tous les arbitrages. Ça se joue avec les pieds, les mains, la tête, mais aussi des bâtons et différentes armes contendantes et des exosquelettes. C'est une phase de jeu de 49,3 minutes suivie d'une session de tir libre de 10 minutes. Un seul ballon sauf à la 28e minute où 2 nouveaux ballons sont introduits sur le terrain. Chaque joueur peut changer d'équipe.
Et oui, à loisir en cours de partie, sauf le capitaine de l'équipe Macron. Et puis, il y a des cartes placées sur le terrain. Une carte occurrence, une carte McKinsey. Et si vous les récupérez, un tir libre d'une valeur de 500 points, puisque chaque tir, c'est pas un point, ça dépend un peu du tir. Et d'ailleurs, chaque tir, qui va directement dans les cages, donne de toute façon 10 points à l'équipe Macron. D'accord. Voilà. Donc ça va. Il y a plein d'autres règles, voilà, mais Vive oui, la c'est un bon match, démocratie, puisque... Ouais. Et puis à n'importe quel moment, un membre de l'équipe Macron peut interrompre le jeu en chantant qui ne saute pas n'est pas Macron, et là la partie s'arrête. Est-ce que la cocaïne est légale dans le dopage du Macron Ball? Alors il y aura pas d'instance qui parleront du dopage. J'imagine. Je pense que les matchs de parce qu'on va organiser un match de Macron Ball, le tournoi, le championnat du monde de France de Macron Ball. Je pense que ça se fera surtout à base de liqueurs et breuvages. Ça sera très bien, oui, je pense que ce sera très suffisant. Pourquoi pas faire un match? Ça peut être intéressant. Alors, du coup... mais on va faire un match. D'accord, intéressant. T'as compris, Yeux Clos, c'est un jeu de Modernos. D'accord, excusez-moi, ça me rappelle un truc, ce jeu. Effectivement, ça me rappelle quelque chose aussi étonnant. J'arrive pas à savoir quoi. Ma mémoire me fait défaut. Tom Bombadil, est-ce que t'avais une dernière question? Ou pas? Non, c'est bon, merci Alexis, courage et bravo pour l'association avec Rémi, c'est un beau projet et puis voilà, continuez. Ouais, c'est demain soir, merci. Avec Juste Milieu. Voilà. Merci. Vous faites quoi alors, du coup, et Nicolas Vidal de Putsch, on fait une émission qui s'appelle Alerte Générale, mensuelle, et c'est demain sur la chaîne du Monde Moderne, parce qu'on l'héberge un coup à Juste Milieu, un coup au Monde Moderne, un coup à Putsch, à 18h. Voilà, on est tous les trois, Alerte Générale. Sur YouTube ou sur YouTube, hein, parce que toi tu peux plus être sur Twitch, donc à mon avis c'est ça. Ok, donc sur YouTube demain chez Juste Milieu, un monde moderne avec chez moi, chez toi, pardon, chez le monde moderne avec Juste Milieu et Putsch du coup. En fait, et comme ça ils font la rotation et vous suivrez tout ça dès demain soir et à partir de 18h si j'ai bien écouté. C'est ça. C'est bon, je suis un bon élève. Ragar, Gras. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir Dioclo. Oui, c'était pas un bug, hein, c'est son pseudo. Oui. Alors moi j'avais surtout une grosse question, c'était comment tu arrives à conserver espoir après tout ce qui se passe récemment sur une sortie par le haut, parce que globalement avant j'étais assez optimiste avant 2022 et depuis j'ai l'impression que on est littéralement dans un cirque de la fin du monde à ciel ouvert depuis longtemps. J'avais pas mal espéré que tout ce qui s'était passé depuis 2017 avait un peu stimulé les gens sur ça y est, stop en fait. Et j'ai beaucoup de mal en fait à de nouveau me solidariser avec mes congénères français sur ce qui se passe. Oui, il faut essayer de voir les différents cercles concentriques en présence. On peut trouver toujours. Je parlais des solidarités locales, de tous les mouvements citoyens qui sont en train de s'organiser, etc. C'est sûr que tout est fait pour nous décourager. Après, on vit l'effondrement, qu'on le veuille ou non, on est en train de vivre l'effondrement. C'est la fin de l'Empire américain, c'est la dédollarisation du monde, c'est aussi l'effondrement de ce système-là, hein, qui est un système qui ne peut pas soutenir la croissance continue et permanente, c'est un fait. Avec aussi les BRICS, hein, les pays qui ont décidé de prendre leur revanche sur les colonisateurs. Donc c'est un monde qui est en train de changer et l'Occident va être perdant. Donc on est aux premières loges, ça va prendre le temps que ça prendra. Ça peut être très rapide. Hein. On parlait de 1789, quand même, l'Ancien Régime tombe très vite. Hein. Il n'y a pas eu... Alors après, bien sûr, il y a Napoléon, 10 ans après, il y a les guerres en Europe, il y a la Restauration, mais globalement, ça peut être très rapide. Là, on a tout. On a une crise économique, une crise politique mondiale. Hein. Je ne parle pas seulement de la France, là. Une crise climatique, si on veut. Enfin, le fait de dire que, de toute façon, le problème énergétique, puisque c'est plutôt une crise énergétique, on va dire, n'est pas résolu, pas du tout, et derrière des réponses qui sont de court terme, toujours pour sauver les profits de court terme, jamais pour essayer de préparer justement ce que serait un monde d'après, sortant de la gangue du profit de court terme et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc moi je suis plutôt optimiste parce que ça se fera tout seul, ça va s'arrêter. Alors
pas forcément de manière sympathique, ce sera sans doute dans la douleur, mais si on se prépare dès à présent, si on est déjà dans les soldats agricoles, si on est déjà conscient aussi de ce mouvement de fond qui est là, le temps des révolutions, comme disait Graber, alors on ne sera pas surpris et on peut tout à fait trouver une joie dans ce changement de monde. Parce que c'est bien, il ne faut pas avoir peur du changement. Surtout quand on est dans un système qui fait autant de perdants et qu'on nous vend comme étant un système indépassable. Donc mon optimisme, il est ancré dans le fait que de toute façon, il se passera des choses et que cet effondrement-là, ce n'est pas quelque chose de terrible, c'est une évolution naturelle, inéluctable d'une certaine façon, qui prendra le temps puisque aujourd'hui, les gagnants du système freinent des cas de fer pour éviter que ça arrive, et avec une violence inouïe, sainte Soline, mais ça aura un terme. Je ne peux pas vous dire quand, je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis persuadé que nous vivons là une ère révolutionnaire et de changement total. Parce que, en fait, quand tu as des gens des prolos qui sont là à te dire l'Europe de la paix, la bienveillance du gouvernement, ce genre de choses, je conçois pas en fait qu'on puisse à nouveau faire peuple sereinement. En fait. Mais on fait jamais peuple sereinement. À un moment, il y a une majorité qui prend le truc. Aujourd'hui, on fait tout pour empêcher justement l'émergence d'un peuple politique. Donc, on a créé le principe du consommateur, on a créé le principe du citoyen BA, de celui qui ne devrait pas s'occuper de politique. Moins il y a de votants, mieux c'est pour ces gens qui sont ensuite des représentants. La démocratie représentative, la limite, c'est à la fois qui sont les représentants, accepter les règles du jeu. Je parlais du Macron Ball, mais c'est ça. Et puis à un moment, quand il y a trop de perdants, faut revoir les règles du jeu, tout simplement. D'ailleurs, je veux bien m'inscrire pour le Macron Ball. Moi, ça m'intéresse. Il y aura les news. Dès qu'on aura le terrain, il faut être membre du monde moderne. Il faut nous suivre. Faut juste être abonné parce que. Ouais, juste. Ah c'est bon alors, nickel. Et voilà, nickel. Du coup, malgré tout, t'arrives à garder espoir en fait. Oui. Puis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En fait, t'es pas satisfait de sa réponse en fait. T'aimerais qu'il perde espoir. Non, il voulait que je sois déprimé et que je lâche il veut qu'il perde espoir. Un petit effort, d'ailleurs, Alexis, les gars, voyons. il est 20h30, j'ai pas eu d'apéro encore, donc j'arrête après ça. Voilà, et après, ce sera terminé. Donc, alors, juste, on va faire la dernière question. C'était Marvin. Et ensuite, on laissera fuir. Attendez, s'il n'est pas là, ce sera Sigarlias. Parce que j'avais vu qu'il n'était peut-être pas là. Marvin. Non, je ne te vois pas. Est-ce que t'es là? Oui, t'es là, Sigarlias. C'est à toi. Tu as gagné ta place au paradis. Sigarlias, c'est toi la dernière question de la soirée en plus. Profites-en. Vas-y, fonce. Oh là là, trop d'honneur. Bonsoir les yeux, Claudie. Alors, moi, j'avais une question qui était plus par rapport à ce que je vois en fait depuis un certain temps. Les questions par rapport à la réforme des retraites, etc. Alors, je me pose la question, est-ce que notre classe politique, elle est à ce point pourrie que finalement, on n'a on n'a pas la majorité. D'ailleurs, Macron n'a pas la majorité au Parlement, et pourtant, il arrive à passer les trucs par 49-3, je sais pas combien on en est, une douzaine, bref. Et il n'y a personne pour voter cette putain de motion de censure, quoi. Ça me trompe. J'en parlais tout à l'heure. Oui, c'est les oppositions qui ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire que quand vous avez Olivier Marleix, membre des LR, qui est donc le président du groupe LR à l'Assemblée, qui a écrit un livre sur les fossoyeurs qui explique l'affaire Alstom, qui est quand même assez vénère dans son livre, quelqu'un que je respectais à l'époque, et qui, quand il a l'occasion de faire tomber le gouvernement d'Emmanuel Macron, ne le fait pas. On se pose la question de son engagement réel. On se pose la question de sa stratégie politique. Parce qu'en plus, faire tomber le gouvernement Borne, ça ne voulait pas dire oblitérer l'avenir du groupe Les Républicains. Ça permettait de remettre un peu de jeu politique dans cette démocratie représentative qui représente plus grand monde. Or, faire ce choix-là, de dire à 9 voix près, on laisse Macron les mains libres, ils savaient très bien que face à eux, ils auraient tout un peuple... Enfin, tout un peuple,
beaucoup de Français quand même, qui vont dire ah ben non mais attendez, c'est nul ça. Et donc ils vont s'appuyer sur les beaucoup de Français en pantoufles qui regardent la télé et qui font rien pour dire bah allez c'est bon on passe à autre chose, allez. Et là je suis très content parce que ça passe pas à autre chose, parce que les ministres annulent leurs déplacements, parce que Macron il peut pas parler, parce que derrière les gens lui disent Macron démission, parce que ça continue à mettre la pression. Alors est-ce que ça tiendra son jour? J'espère. C'est la seule option qui nous reste. J'espère aussi, hein, parce qu'il faut continuer à les pourrir, hein, ces enfoirés. Hein. À chaque endroit où ils vont, faut qu'ils sachent qu'ils sont pas les bienvenus, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis que ça se les voit pourrir au maximum. Moi, pour cette histoire de motion de censure, moi j'hésitais presque à aller au Parlement et gueuler dans l'hémicycle. Vous attendez quoi pour la voter, cette putain de motion de censure, qu'il essaye d'établir le droit de cuissage pour le gouvernement? Enfin, je sais pas. C'est ça le travail des enfants, Le travail des enfants, enfin. Non, mais au bout d'un moment, il leur faut quoi. Ils veulent protéger leur poste parce qu'ils savent qu'ils vont sauter s'il y a des nouvelles élections, quoi, c'est tout. C'est ça. C'est arrivisme. Les sénatoriales, en fait, ils ont peur pour les sénatoriales, les LR. On s'en fout des sénatoriales. Alors, voilà à qui on a affaire, malheureusement. Est-ce qu'il y a une dernière question de conclusion ou pas? Merci beaucoup. Tu vas? Attends, vas-y, excuse-moi Alexis. Alors, bonne soirée à toi Alexis. Il y avait une autre question. Non, parce que voilà. Non, t'inquiète. La prochaine fois, avec grand plaisir. Oui, de toute façon, je reviens quand bon tu veux. apéro Voilà. à toi et merci beaucoup. Et allez voir demain soir chez Alexis Poulain, 18h au Monde Moderne avec Pouch TV et du coup Rémi de Juste Milieu. Merci. Voilà. Et à 9h la revue de presse. Et à 9h bien sûr la revue de presse et le lien est en description et va être spammé dans le chat. Bonne soirée à toi Alexis. Et là on va passer à la deuxième partie de soirée. Ciao. Merci à Alexis de sa venue.